Tonnerre à Riyad, une purge sans précédent s'est déroulée la semaine dernière en Arabie Saoudite. Plus de 200 personnes ont été arrêtées. Des princes, des membres de la famille royale, du gouvernement actuel et même des anciens ministres. En attendant d'être jugés et condamnés, ils seraient retenus dans cet hôtel 5 étoiles, le Ritz-Carlton, une prison dorée au cœur de la capitale. Derrière cette vague d'arrestations, le jeune prince héritier du trône, Mohammed Ben Salman, 32 ans. Il dit vouloir lutter contre la corruption qui a gangréné le pays. En réalité, ce serait surtout pour lui une manière d'asseoir son pouvoir en éliminant ses concurrents. Parmi les personnalités interpellées et séquestrées, le plus célèbre est sans nul doute le prince Al-Walid, richissime homme d'affaires international que M6 avait suivi durant plusieurs semaines en 2005. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous propose ce soir un document exceptionnel. Il s'agit du portrait d'un homme que l'on considère comme étant l'un des plus puissants, les plus riches de la planète. Il s'agit du prince saoudien Walid bin Talal. Lorsqu'on a appris il y a quelques jours qu'il avait été arrêté dans son pays, eh bien cela a fait l'effet d'un véritable séisme. Alors le prince Walid bin Talal, vous allez comprendre pourquoi il agaçait à ce point la famille royale. Eh bien parce qu'il a un certain franc-parler et une vision assez moderne de l'islam par rapport à celle plus traditionnelle de l'Arabie saoudite. Il y a une douzaine d'années, il avait accepté de nous ouvrir les portes de ses palais, de ses palaces, un portrait tout à fait exceptionnel qui a été réalisé par Christophe Brûlé pour ses productions et Enquête exclusive. Le 22 janvier 2005, sur les pistes de Courchevel. Notre première rencontre avec le prince Al-Walid. Le milliardaire saoudien est en vacances en France pour une semaine, sur les pistes, un skieur comme les autres. Vous êtes sûr que je dois mettre le masque? Hein? Ouais, vu qu'on monte, vous aurez besoin du masque, mais là maintenant vous êtes bien. Seule la présence d'un moniteur de ski américain et de quelques gardes du corps le distingue des autres vacanciers. Et pourtant, cet homme possède la 5e fortune du monde, 20 milliards d'euros. Nous sommes au téléphérique qui monte à la Solire, le plus haut sommet de Courchevel. La météo est mauvaise et l'accès est fermé. Mais pas pour Walid bin Talal. Le milliardaire saoudien a réservé pour lui et pour sa suite le restaurant situé au sommet de la station. Merci Votre Altesse, c'était du très bon ski aujourd'hui. Excellent. Nous arrivons au sommet, à presque 3000 mètres d'altitude. L'endroit est désert. Il est 17h, c'est l'heure de la prière. Le prince Al-Walid est un musulman wahhabite, la branche la plus rigoriste de l'islam. Strict respect des principes du Coran et prière obligatoire 5 fois par jour, quelles que soient les circonstances. Il fait moins 10 degrés, il neige, peu importe. La scène peut paraître insolite, mais pour ce Saoudien, c'est tout à fait naturel. Nous avons skié aujourd'hui en toute simplicité. Mon fils a skié, ma fille a skié, nos amis ont skié, que ce soit des hommes ou des femmes d'Arabie Saoudite. Et puis quand l'heure de la prière est arrivée, eh bien nous avons prié. Donc il n'y a aucune contradiction entre être un bon musulman pratiquant et puis être impliqué dans la société, avoir un bon comportement social. Le prince Al-Walid défend l'image d'un islam rigoureux, mais moderne. Et s'il en fait un combat personnel, c'est qu'il n'est pas seulement l'homme le plus riche de son pays. Il est aussi le petit-fils du fondateur de l'Arabie Saoudite, le roi Abdelaziz Al Saoud, et le neveu de Fahd, le roi actuel. En vacances, en France, le prince Al-Walid bin Talal bin Abdelaziz Al Saoud passe la soirée entouré de ses amis dans ce restaurant d'altitude qu'il a réservé à son usage exclusif. Ce milliardaire a un objectif, changer son pays. Je suis tout ça en même temps, un Saoudien, un homme d'affaires, un membre de la famille royale. Je suis très proche du gouvernement saoudien parce que je suis l'un d'entre eux. Et puis en même temps, je suis un homme d'affaires qui peut parler librement et franchement. Et j'ai la liberté de dire ce que je pense.
Il est 23 h, le prince Al-Walid a fait allumer un grand feu dans la neige. Il aime retrouver l'ambiance du désert. Il a même apporté de la musique. Autour de lui, sa suite, de vieux bédouins qui l'accompagnent partout, quelques amis, mais aussi son valet, son coiffeur, son médecin, ses gardes du corps et un conseiller financier américain. Le prince n'hésite pas à s'afficher en présence de femmes. Ce sont des Saoudiennes, elles travaillent avec lui. Ce soir-là, le prince nous a donné un rendez-vous. Trois semaines plus tard, nous sommes à Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. 4 millions d'habitants, une ville qui se construit sans cesse et gagne sur le désert. Une ville à l'américaine, divisée en blocs, quadrillés d'avenues et d'autoroutes. On n'y fait rien sans sa voiture. Pour trouver le prince, c'est facile. L'homme le plus riche du pays s'est fait construire une tour à sa mesure, la plus haute d'Arabie Saoudite, 304 mètres, 77 étages. Mais pas le temps de visiter la tour, car au rez-de-chaussée, le prince est sur le départ. Nous partons pour le Liban. Le prince Al-Walid est membre de la famille royale, mais il n'a aucune fonction officielle. Son voyage au Liban se fait donc à titre privé. Lorsque l'homme le plus riche du pays part à l'étranger, cela ressemble pourtant à une visite d'État. À l'écart de la zone commerciale de l'aéroport, voici l'avion du milliardaire. Ce parking est réservé à la famille royale. L'avion du prince Al-Walid est un Boeing 767. Protocole oblige, le prince est le premier à monter à bord. Au centre de l'avion, le prince dispose d'un petit bureau. Et voici sa chambre. Le dessus de lit est en vison, mais le prince n'y dort jamais. Et bien sûr, il y a une salle de bain. À l'avant, il y a le grand salon. Walid bin Talal voyage avec ses conseillers. Ce jour-là, son médecin privé et un avocat. Les hôtesses sont saoudiennes, anglaises, polonaises, et le prince souhaite qu'elles soient habillées à l'occidental. Le milliardaire saoudien possède en fait 3 avions privés, dont 2 plus gros que celui-ci, un Airbus A340 et un Boeing 747. Il a l'embarras du choix. Certains avions ne peuvent pas atterrir sur de petits aéroports. Alors dans ces cas-là, on choisit le petit modèle. Certains avions sont plus rapides que d'autres aussi. Alors certaines fois, on prend le plus rapide. Et puis il y a des avions qui prennent plus de passagers que d'autres, mais qui coûtent plus cher aussi. Alors au final, on choisit selon les besoins. Même en avion, le prince Al-Walid n'oublie jamais l'heure de la prière. Cet homme, qui fait chaque année près de 10 fois le tour de la planète, ne veut pas perdre un instant quand il voyage. Il veut garder le contact en permanence avec ses affaires. C'est la responsabilité de Raouf, un franco-algérien. Dans l'avion, Raouf vérifie les liaisons par satellite. Tout doit fonctionner. Quand on vole à travers toute la planète, il n'y a pas des zones d'ombre, des endroits où on ne peut plus être joint? Non. Mon travail, justement, c'est d'effacer ces zones d'ombre-là. Je dois toujours trouver une technologie qui nous permet de ne pas avoir de zones d'ombre. C'est là que je change donc les satellites par rapport à l'endroit où on est sur Terre. J'ai juste à changer le satellite pour établir la communication. Et à partir de là, je transfère les appels au prince. Sinon, des fois, c'est lui qui m'appelle pour appeler quelqu'un et le transférer d'ici. Donc tout se passe ici. Le fax, l'email, tout arrive là. Si le prince tient à se rendre au Liban, c'est parce qu'il a des liens particuliers avec ce pays. Ma mère est libanaise. Elle est la fille de Riyad El Sol, le tout premier ministre après l'indépendance du Liban, une indépendance obtenue de la France.
Et moi, j'ai habité au Liban, où j'étais à l'école élémentaire, chez ma mère. Si par son père, le prince est un des héritiers du fondateur de l'Arabie Saoudite, il est donc aussi par sa mère le petit-fils d'un des fondateurs du Liban moderne. Une double filiation qui fait de lui un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient. Retour à Riyad, et cette fois-ci, nous allons pouvoir visiter la tour du prince Al-Walid. Presque au sommet, voici le siège de sa société, Kingdom Holding. Le prince Al-Walid n'est pas un roi du pétrole, mais un financier. Sa société, fondée il y a 25 ans avec selon lui 15 000 $, pèse aujourd'hui près de 24 milliards de dollars. Il est 30 fois plus riche que la reine d'Angleterre. Le milliardaire est actionnaire de plusieurs dizaines de multinationales dont les logos sont affichés sur les murs du hall d'entrée. Et à l'entendre, s'enrichir, c'est facile, il suffit d'acheter quand une très grande marque se porte mal. Ces entreprises ont toutes connu des difficultés, parfois même des grosses difficultés, mais elles ne seront jamais fichues. Et notre travail à nous, c'est d'être à l'affût de ces sociétés. Et au bon moment, on achète. Pour moi, le secret, c'est de savoir quand acheter et à quel prix. C'est ça qui vous fait gagner beaucoup d'argent. Son plus joli coup, c'est en 1991. Le prince achète alors 600 millions de dollars d'actions de Citigroup, la plus grande banque du monde, à l'époque en pleine crise. Depuis, sa mise a été multipliée par 18. Ce milliardaire investit aussi dans l'industrie hôtelière et dans l'immobilier, et il est propriétaire de 6 chaînes de télévision. Mais le prince Al-Walid n'est pas seulement un homme d'affaires, il veut aussi réformer la société saoudienne. Son premier combat est un combat pour les femmes. En Arabie Saoudite, les femmes ont l'obligation de porter le voile. Il leur est impossible de travailler, de conduire, de voyager sans l'accord de leur mari ou de leur père. Dans certains lieux publics, comme dans ce centre commercial, il existe même des séparations physiques qui empêchent hommes et femmes de se côtoyer. Toutes ces règles sont strictement contrôlées. Mais dans les bureaux du prince, c'est un autre monde. Les femmes ne portent pas le voile et leurs tenues sont même presque sexy. Une situation à ce point révolutionnaire que certaines de ces saoudiennes ont refusé d'être filmées. Pour le prince, les contraintes qui pèsent sur les femmes saoudiennes n'ont rien à voir avec la religion. Elles sont imposées par la tradition, et la tradition, il veut la bousculer. Je suis à l'avant-garde, aux avant-postes, en offrant aux femmes des postes importants dans ma société. Car j'espère que nous serons la locomotive pour d'autres entreprises, et même pour le gouvernement, afin de permettre aux femmes de travailler. Bien sûr, dans les limites de la tradition islamique. J'insiste sur ce point, car je ne veux pas que qui que ce soit détourne mon discours et dise « Attention, il n'est pas dans les limites de l'islam ». Non, non, je suis dans les limites de l'islam. Dans ce bureau, 2 jeunes saoudiennes font du secrétariat. Chacha et Noaf sont des pionnières, les premières secrétaires saoudiennes à travailler sans foulard dans la même pièce que des hommes. Leur situation est si exceptionnelle qu'elles n'osent pas en parler autour d'elles. Pour nous, elles ont fait une exception. Vous savez, j'avais un peu peur quant à la réaction de certaines personnes, certains de mes proches, des gens que je connais. Mais vous m'avez dit que c'était pour la télévision française. Et j'espère que c'est vrai. Et si ça passait sur la télé saoudienne? Non, je ne pense pas. Je n'aurais jamais accepté. Je n'aurais jamais dit oui. Parce que vous savez, je pense que j'aurais eu plein de critiques de proches qui seraient allés voir mon père et ma mère pour leur dire « Pourquoi tu la laisses travailler dans cet endroit? Ce n'est pas bien. » Pour pouvoir travailler ici, ces jeunes femmes ont dû obtenir l'aval de l'homme qui leur est le plus proche. Pour Noah, son père, pour Chacha, son mari. Au début, il n'était pas vraiment d'accord. Mais on en a beaucoup parlé. Et il est venu ici avec moi pour voir comment c'était. Ça lui a plu, il a été d'accord. Et c'est facile pour vous de travailler avec des hommes? Oui, c'est très facile pour moi. Je les traite comme des collègues. Hommes ou femmes, ce sont tous les mêmes.
C'était ma décision de saisir ou non cette opportunité, mais j'étais très contente qu'il nous ait donné cette grande chance. Je peux donner plus à ce pays et je peux prouver que je peux faire le travail d'un homme dans un environnement mixte et que cela ne m'affectera pas. Ce n'est pas rien, vous savez. Mais voilà, si l'initiative du prince plaît à ses visiteurs occidentaux, elle se limite au siège de son entreprise. Une goutte d'eau dans l'océan de conservatisme saoudien. Mais le prince y croit. Je peux vous assurer que tout ce que nous avons déjà fait depuis l'an dernier se répand déjà dans la société. On parle déjà du vote des femmes pour les prochaines élections municipales. On entend déjà parler de la possibilité que des femmes soient employées dans la diplomatie. On entend déjà parler du fait que des femmes puissent aussi être employées par des ministères, dans des administrations. Donc l'utopie se réalise, et l'idéal aussi. Bon, ça progresse pas très vite, mais c'est en route. Le lendemain, au même endroit. Et ce jour-là, le prince Al-Walid a un rendez-vous. Allô, Faisal, vous êtes où? Allez, dépêchez-vous. Votre Altesse, vous attendez qui là? J'attends le Premier ministre du Pakistan qui arrive là maintenant. Vous le connaissez depuis longtemps? Oh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il était à la banque Citigroup. C'était un des hauts responsables de Citigroup. Et puis il était aussi... Citigroup dont je suis un des gros actionnaires. Il était aussi le PDG de la Saudi American Bank, dont je suis aussi un des actionnaires. Enfin, c'est vraiment une grosse pointure. Et de le connaître, ça aide dans les affaires? Ça fait pas de mal. C'est ainsi que le prince fait des affaires. Sa puissance de feu est telle que même des chefs de gouvernement se pressent dans son bureau pour obtenir ses faveurs. Ces 10 dernières années, le prince Al-Walid a ainsi rencontré plus de 120 rois, présidents ou chefs de gouvernement. Une incroyable liste. La reine d'Angleterre et son fils, George Bush, et son père. Mais aussi le colonel Kadhafi, Yasser Arafat, Silvio Berlusconi, Juan Carlos d'Espagne, sans oublier Jacques Chirac, qui a reçu le prince à l'Élysée en juillet 1999. Contact avec vous. Peut-être pourrez-vous voir avec parce que j'ai une idée vous pouvez considérer que je suis prêt. Voilà, comme vous êtes un ami, je vous accompagne aussi jusqu'à Un palmarès impressionnant. Question. Entre tous ces responsables politiques et ce milliardaire, qui est le plus puissant? Clairement, un homme d'affaires qui travaille dans sa propre société, comme c'est mon cas, peut rester en place indéfiniment. Vous pouvez durer 20, 30, 40, 50 ans. Alors que si vous êtes au gouvernement, vous devez gagner des élections. Vous pouvez perdre, vous pouvez gagner. Donc il y a moins de chances pour une personne au gouvernement de rester longtemps en place que pour un homme d'affaires. Parce que moi, je décide pour moi-même. Personne ne décide à ma place. Je suis le PDG de cette entreprise, j'en détiens 100% des parts. C'est moi qui tiens les rênes. Donc, vous êtes plus puissant qu'un Premier ministre? Si c'est vous qui le dites, ça me va. Allez, on part tout de suite. Direction le désert. Et c'est le prince qui est au volant. Dans sa voiture, une installation unique au monde. La télévision, mais par satellite. 180 chaînes. Il zappe en permanence. Votre Altesse, vous regardez toujours la télé en conduisant comme ça? Oh, je regarde la télé, je téléphone, je discute, je signe des contrats. Bah ouais, pourquoi? Vous avez une assurance vie? Oui, oui. En France, mais pas ici.
Pourquoi, vous avez peur? Nous sommes à la sortie de Riyad, aux portes du désert. Ici, Walid bin Talal possède du terrain, 20 millions de mètres carrés. Et voilà sa méthode pour transformer du sable en dollars. J'ai acheté ce terrain il y a longtemps, celui qu'on va voir maintenant. Et vous voyez, les constructions sont allées au-delà du terrain. Donc il y a la ville qui se construit, et mon terrain est au milieu. Et c'est pour ça que sa valeur augmente. Depuis 8 ans, la valeur de son terrain s'est multipliée par 7. Encore quelques années, et ce sera le jackpot. Votre Altesse, on a dépassé la sortie. Vous pouvez faire demi-tour? Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vous étiez en train de parler, Votre Altesse. On n'a pas voulu vous interrompre. Demi-tour. Derrière la voiture du prince Al-Walid, toute une caravane le suit. Ce sont ses conseillers, architectes et géomètres. Une expédition. Il faut passer en tout terrain. C'est joli par ici. Il y a un bouton. Laisse-moi regarder, c'est celui-là? Automatique? C'est écrit là. Ouais, j'essaye de lire. Alors, 4 bas, ça va être assez? En attendant de revendre ce terrain au prix fort, le prince veut le rentabiliser en créant un camp du désert pour riches expatriés prêts à payer très cher une nuit dans les dunes. Une fois que vous êtes ici, vous avez toute la vallée devant vous. Je continue à monter? Vous pouvez. Encore un petit tour de piste et tout le monde suit. Il faut trouver le meilleur endroit pour imaginer le projet. Pas facile de se repérer dans les dunes. Vous voyez, Votre Altesse, on aperçoit la route d'ici. Mais moi, je ne veux pas voir la route. C'est très important, ça. Alors, regardez plutôt par là. Ça, c'est la tente pour les repas? Oui, c'est la tente principale. Comme beaucoup de membres de la famille royale, le prince Al-Walid doit une partie de sa fortune à des opérations immobilières. Votre Altesse, est-ce que cela aide d'être membre de la famille royale pour avoir des terrains? Non, ça, je l'ai acheté. Je l'ai acheté avec mon argent personnel. Je n'obtiens jamais de terrain gratuitement. Il est souvent dit que des membres de la famille royale obtiennent des terrains gratuitement. Non, ceci a été acheté et j'en ai la preuve. Je n'ai jamais obtenu un terrain grâce à l'appui du gouvernement. Jamais. Jamais. D'ici, on aperçoit la route, au loin. Le prince n'aime pas l'endroit choisi par ses équipes pour installer le camp. Il reprend le volant pour chercher le site idéal. Je n'aime pas cette vue, c'est vraiment un désastre. Vraiment, hein, j'aime pas. Désolé, hein, mais je préfère te dire la vérité. On n'a encore rien fait, on peut déplacer les drapeaux. Ça y est, ni trop bas ni trop haut, protégé sans être encaissé, à l'écart de la route, ce sera finalement ici. La tente, on va la mettre ici. Vous savez ce que c'est ça? Eh bien ça, c'est la sortie de la tente. C'est tout, terminé. Et maintenant, le prince décide du reste. Bon, nous allons maintenant faire notre propre dessin. Nous sommes ici, et derrière nous les collines, correct? Oui, oui. Et voici l'autre colline là, tout ça c'est la vallée, et puis là les autres collines. Et on a dit que la tente serait là, n'est-ce pas? Bon, vous allez travailler là. Vous pouvez me faire des propositions avec une ou deux options. Vous commencerez par la grande tente, et le reste suivra. Walid bin Talal a parlé, ses collaborateurs n'ont plus qu'à s'exécuter. C'est ainsi qu'il fonctionne avec ses équipes. Prince, peut-être, mais surtout patron. D'ici 2 mois, le camp sera installé. Et en attendant d'être revendu dans quelques années, ce terrain va déjà rapporter un peu d'argent. Ailleurs, comme pour ces autres terrains dans la banlieue de Riyad, la méthode est différente. Le prince aménage un nouveau quartier pour faire monter la valeur du sol. Voici Kingdom City, un complexe résidentiel destiné à accueillir les riches expatriés qui travaillent pour des sociétés étrangères. Presque 400 logements. Et chaque avenue est au nom des sociétés du prince. Loyer annuel, entre 15 000 et 80 000 euros. À quelques centaines de mètres, voici l'école, Kingdom School, un établissement privé dont la pédagogie est occidentale. Frais de scolarité, presque 6 000 euros par an.
Filles et garçons y sont quand même séparés. Arabie Saoudite oblige. Et juste à côté, le prince a aussi fait construire cet hôpital privé dont il a choisi l'architecture. C'est plutôt celle d'un hôtel, comme pour la réception. La clientèle, c'est la grande bourgeoisie saoudienne. 300 chambres décorées avec soin et dignes d'un 4 étoiles. Et pourtant, c'est bien un hôpital qui offre toutes les spécialités et des coffres-forts dans les chambres. Tout autour, les terrains du prince se vendent comme des petits pains et se construisent. Tout le bénéfice est pour lui. Sa plus grosse opération immobilière en Arabie Saoudite est visible de loin, c'est sa tour, la fierté du prince. Regardez ça. C'est aussi beau que Brigitte Bardot il y a 20 ans, non? Ça vous fait rire? Une beauté qui rapporte. En plein centre-ville, toutes les parcelles voisines de la tour ont pris de la valeur. Nous quittons le prince pour aller visiter une autre de ses propriétés, son palais. Voici les murs du palais. Une enceinte carrée de 500 mètres de côté, bien protégée. De l'extérieur, impossible de voir ce qui se cache derrière ces murs. Voici la porte d'entrée. Ce palais a été construit il y a 6 ans. Le prince Al-Walid, actuellement célibataire après 3 divorces, vit ici avec sa fille de 21 ans et son fils de 23 ans. À chacun son bâtiment, un pour le prince et 2 autres pour son fils et sa fille, 317 pièces au total. La visite commence par les jardins. Tout a été conçu par le prince lui-même. Il adore prendre ses repas en extérieur. Un jardin japonais, quelques rocailles, de quoi organiser d'agréables barbecues. Cette piscine se prolonge à l'intérieur du bâtiment de droite. C'est le jardin secret du prince Al-Walid, le hall africain. Ici, la lumière est jaune, c'est normal, c'est pour faire sa vanne. Walid bin Talal est un passionné de nature et d'Afrique. C'est ici qu'il rassemble ses trophées, des animaux chassés au cours de safaris africains. La visite continue par des couloirs souterrains. Tous les bâtiments sont reliés entre eux par un réseau en sous-sol. Il y fait plus frais. Voici le complexe sportif privé du prince. Il s'y rend tous les soirs pour nager dans cette piscine. Il peut y faire des longueurs de 30 mètres ou se lancer de son plongeoir de 5 mètres. Tout autour du bassin, des petits salons permettent de recevoir les amis et de leur montrer la maquette de la tour Kingdom, la fierté du prince. C'est un décorateur français qui a conçu cet endroit, la France, où le yacht du prince est amarré chaque été dans la baie de Cannes. Bien sûr, il y a une salle de cinéma privée. Le prince est un amateur de films américains et côté français, il adore Louis de Funès. Et quand il faut partir, le prince peut choisir. Il change de voiture tous les jours. Des 4x4 qu'il possède chaque fois en double, un pour lui et un pour ses gardes du corps. Celle-ci n'est pas en double, c'est la Rolls-Royce du prince. Surprise, c'est 2 petites voitures coréennes. Le prince est actionnaire de cette marque. Voici la sienne avec sa plaque personnelle. Dernière étape de la visite, l'entrée vers les salons de réception. Régulièrement, le prince invite des hôtes de marque, des membres de la famille royale, mais aussi des chefs de tribu venus de toute l'Arabie Saoudite. Et ce qui se dit dans ces salons a de bonnes chances de remonter jusqu'aux oreilles du roi. Notre visite s'arrête là. Le prince ne nous a pas laissé filmer ses appartements privés. Mais Walid bin Talal a voulu nous montrer autre chose, juste derrière son palais. Il est 7 h du matin, le long du mur d'enceinte, des hommes qui attendent. Ils sont au moins 500. Et, à quelques mètres, autant de femmes. L'ambiance est assez agitée. Vous êtes le numéro 199, madame. Vous pouvez aller vous asseoir là-bas au fond.
En fait, toutes ces personnes sont ici pour une raison précise, demander de l'argent au prince. Je suis malade, je viens demander de l'aide. Il n'y a personne pour m'aider sauf le prince. Mon mari a eu une attaque et il est hémiplégique. Et moi j'ai un cancer et je suis presque aveugle. Et je n'ai que Dieu et le prince Al-Walid. La situation n'a rien d'exceptionnel. 11 mois par an, 5 jours par semaine, de 7h à 10h du matin, une foule se présente au palais des demandes à la main. Aujourd'hui, les femmes déposent leurs dossiers qui seront étudiés par les services du prince. Elles passent avant les hommes et malgré le désordre apparent, tout va très vite. En moins d'une heure, toutes leurs demandes sont enregistrées. C'est maintenant au tour des hommes de passer au guichet. S'il te plaît, prends ma demande s'il te plaît. Il s'agit d'un système traditionnel fondé sur le Coran. Donner, c'est gagner sa place au paradis. Recevoir, c'est permettre à celui qui donne d'être meilleur devant Dieu. En Arabie Saoudite, les familles riches distribuent toujours de l'argent. L'ambiance est très détendue. S'il te plaît, fais passer mon dossier. Reviens demain à 7h. S'il te plaît, fais passer mon dossier, signe-le, s'il te plaît. Bien, reviens demain. Je te laisse ça, prends ça pour que tu n'oublies pas. C'est bon, j'ai compris, ça va. Je ferai passer ton dossier. Que Dieu te bénisse. Et donc je reviens quand? Demain à 7h. Que Dieu te bénisse. Ma demande est une habitude annuelle que je présente à son Altesse. Une aide chaque fois pour la même chose. J'ai un travail, mais ma famille est grande. Il faut bien vivre. Les princes, c'est eux qui nous demandent de venir. C'est eux qui nous permettent de repartir avec quelque chose. Toute demande doit être justifiée par des dossiers médicaux, des preuves d'endettement, des pièces administratives. Selon nos estimations, au moins 100 000 personnes se présentent ici chaque année. Mais impossible de savoir quels sont les montants distribués, et ceci pour des raisons religieuses. C'est de la charité. Chez les musulmans, c'est une pratique qui ne regarde que l'individu et son Dieu. Chez nous, on dit « ce que donne la main droite, la main gauche n'a pas à le savoir », pour éviter la vantardise. Mais les chiffres sont secrets ? Je vous ai dit qu'il s'agit d'une relation entre le musulman et Dieu. Cela rend les choses secrètes. Pour avoir une réponse à cette question, il faudra la poser au prince lui-même. L'occasion nous en est donnée quelques jours plus tard. 4 ou 5 fois par an, le prince Al-Walid, l'homme le plus riche d'Arabie Saoudite, se rend lui-même dans des quartiers pauvres de Riyad. Car il y a des pauvres dans ce pays. Le prince est entouré de gardes du corps. La visite du milliardaire a été préparée par son service de bienfaisance. Il est attendu. C'est pour moi ça? Vous saviez que je venais, hein? On entre? C'est terrible, c'est terrible. Et c'est ça l'Arabie Saoudite. Vous voyez, c'est un mythe que tout le monde soit riche ici. C'est pas vrai, regardez, là voilà la réalité. Combien de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans le pays? Il y a au moins 700 000 familles. Multiplié par 2 ou 3 personnes, allez disons 2 ou 3 millions de personnes. Et la position officielle de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, les statistiques officielles, c'est que 2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Nous devons faire de notre mieux pour les aider, directement ou indirectement. Oh, je le crois pas, regardez ça. L'aide sociale existe, mais elle est très limitée, tout comme le système de retraite. Et dans le pays, le taux de chômage, selon des estimations officieuses, est de 30%. Car en dehors du pétrole, peu d'activités économiques se sont développées. L'aide directe du prince, ce sont des distributions d'argent. Comment vas-tu? Bienvenue et longue vie. Où est le chef du foyer ici? C'est moi le chef du foyer. Et voici mon fils. Il n'y a que mon fils et moi. Viens ici. J'ai un autre fils criblé de dettes, qui s'appelle Saad, criblé de dettes.
Je suis déjà venu ici. Oui, tu es venu à Ramadan et tu as donné à mon fils Saad qui est grand et brun. Il est toujours criblé de dettes. Et j'ai encore Abdelrahman, Noura et Sheka. Tous comptent sur moi. Où est Sheka? Sheka est là. Hassan, où est l'enveloppe? Voilà, c'est pour toi. Il y a ce fils aussi, ce fils qui est malade. Hassan, une autre enveloppe. Et mon autre fils. D'accord, mais arrête de parler. Ça y est, tu arrêtes de parler. Ce soir-là, le prince va distribuer des enveloppes dans une vingtaine de maisons. Et nous pouvons enfin lui demander combien il donne. Votre Altesse, je voudrais vous dire quelque chose. Attends un peu. Votre Altesse, combien est-il dans chaque enveloppe? Je ne peux pas vous dire. C'est entre eux et moi. C'est très intime, juste entre eux et moi. Vous voulez dire que vous savez pour chacun d'entre eux combien il y a? Oui, je sais. C'est pareil pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas nous dire combien il y a? Non, je ne préfère pas. C'est vraiment quelque chose entre eux et moi, si ça vous ennuie pas. Vous comprenez? Je n'aime pas parler de ça en particulier. Oui, mais à partir du moment où vous nous montrez, la question évidemment est combien y a-t-il? C'est logique pour nous. $1000. 1000 $ chacun? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça représente en termes de salaire par rapport au pays? Pas grand-chose. Ces gens, par exemple, ils ont un loyer de $2000 par an. Alors vous leur payez presque un an de loyer? Je viens là 1 ou 2 fois par an. Parfois, quand il y a des cas vraiment difficiles, ils viennent au palais. On leur dit qu'ils peuvent venir. Parfois, cela varie entre 1000 et $3000. Parfois. Minimum $1000, maximum 3000. C'est l'échelle. Ce soir-là, Walid bin Talal a distribué devant nous près de 40 000 €. Mais le prince ne limite pas sa générosité à son pays. Il finance aussi des programmes de développement en Afrique. Avec plus de 100 millions d'euros distribués par an, il est un des plus généreux donateurs privés de la planète. Il a par exemple donné 14 millions d'euros aux victimes du tsunami. Nouveau voyage pour le prince Al-Walid. Mais cette fois-ci, nous utilisons un autre de ses avions, un Airbus A340 qu'il a racheté à l'émir du Qatar. Cet appareil sert au vol long courrier. Nous survolons la France et sommes en route vers Paris. Ce sont les vacances du prince, accompagné comme toujours de sa suite. À l'arrière, tout le monde joue à la belote, très populaire en Arabie. Pendant ce temps-là, à l'avant, le prince est avec ses amis proches. Bon, je vais prier maintenant. C'est l'heure de la prière. Pour trouver la direction de la Mecque, il suffit de jeter un œil aux écrans. Malgré son immense fortune et sa vie hors du commun, le prince Al-Walid se défend d'avoir perdu le contact avec la réalité. Je ne laisserai jamais le pouvoir m'aveugler. Jamais. Un journaliste m'a demandé une fois, « Prince, vous êtes numéro 3 ou numéro 4 dans le monde. Quand est-ce que vous serez numéro 1 ?» J'ai 2 possibilités. Regarder devant moi les 2 ou 3 personnes qui me dépassent en pouvoir et en argent et me dire, « Je vais les avoir. » Ou regarder derrière moi et voir ces 7 milliards de personnes et dire « Oh, merci mon Dieu pour ce que je suis. » J'ai décidé de regarder derrière moi et de dire « Merci mon Dieu de m'avoir mis devant eux. » Et pour ceux qui sont devant, eh bien bonne chance à eux. Et maintenant, ce sont les vacances. Ou plutôt, la colonie de vacances. Car lorsque le prince Al-Walid se déplace avec son entourage, il lui faut un autobus, mais son Altesse est au premier rang. Voici l'entourage du milliardaire. Un groupe hétéroclite qui mélange vieux amis, collaborateurs professionnels et employés personnels. Et, c'est la tradition, de vieux bédouins, amis de la famille. Voici le médecin personnel du prince. Il est libanais, tout comme le coiffeur. Et le disc jockey, c'est la princesse Rim. C'est la cassette de ma fille. Mais d'habitude, j'ai ma propre cassette. Mais là, c'est la sienne. Quel est le nom de ce morceau? C'est un mélange de chansons arabes. Mes chansons préférées. Alors, qui décide, vous ou bien votre père?
Mon disque, ma musique. Vous voyez, j'utilise une expression française avec mon fils, ma fille et les gens avec moi. Je pratique le laisser-faire. Elle peut faire ce qu'elle veut et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Chacun a sa liberté et je n'impose rien. Elle a été bien élevée, mon fils a été bien élevé. Tous ces gens sont des gens bien, irréprochables, droits, ils font ce qu'ils veulent. Tout ceci dans les limites de l'islam. Sous certaines règles, comme par exemple, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de discothèque, pas de bar. Rien qui ne soit pas respectueux de l'islam. Mais tout le reste, c'est bon. Paris, 8e arrondissement. Un convoi de véhicules longe lentement le trottoir sur les Champs-Élysées. C'est la sécurité de Walid bin Talal. Avec sa suite, il est en balade dans la capitale. Le prince connaît très bien la France. Il y passe au minimum 1 mois par an pour affaires ou en vacances. Et ce soir-là, il dîne avec amis et collaborateurs dans une brasserie de l'Alma. Sur la table, pas d'alcool, pas même pour les amis occidentaux du prince, et pas de cigarettes non plus. Le prince a des liens privilégiés avec notre pays depuis des années. Mon père était le premier ambassadeur d'Arabie Saoudite en France. Ma mère vit ici, ma tante vit ici. Elles ont toutes les deux des appartements à avenue Foch et avenue Montaigne. Mon père aussi d'ailleurs a un appartement à avenue Foch. Donc on est très liés à la France. Et pour lui, ce sera avenue Georges V, l'hôtel Georges V qu'il possède. Il l'a racheté pour 140 millions d'euros en 1996. À l'époque, le Georges V n'attirait plus personne. Une vieille dame décrépite, à l'avenir incertain. Le prince Al-Walid a dépensé 180 millions d'euros pour le rénover. Après 3 ans de travaux, le Georges V a retrouvé son lustre. Lorsque le milliardaire est à Paris, il réserve une 50aine de chambres pour lui et sa suite. Nous retrouvons Raouf, le responsable des télécommunications du prince. Voici l'étage réservé. Là à gauche, vous avez donc la suite de son Altesse Royale. Elle est juste là. La chambre à côté, ça c'est son garde du corps privé, le docteur, son coiffeur qui est là. Et là, vous avez le protocole. Et là, sur la 131, c'est le monsieur qui s'occupe de ses affaires personnelles. Et la 135, c'est le PC communication. Raouf prépare le courrier, les emails, les contrats à faire signer. Raouf est au courant de tout. Vous êtes tenu au secret ? Oui. De quelle manière ? Secret total. D'ailleurs, je ne parle jamais de fabriquer que ce soit, des investissements, des transactions ou des montants que le prince signe ou donne des ordres. Ça, c'est pas... je suis là aussi pour protéger un peu les informations du prince. Et voilà le Wall Street Journal qui vient d'arriver. Il est presque 2 h du matin. Raouf doit rejoindre le prince pour lui fournir les tout derniers emails. Walid bin Talal a fini de dîner et se trouve désormais au Fouquet's. Les Bédouins sont là, toute une partie de la terrasse est réservée. Et la question du moment, c'est qu'est-ce qu'on mange demain soir? On voudrait manger chinois. Et on doit réserver dès ce soir, hein? Du chinois. Ok, chinois. On pourrait manger chinois à l'Alsace? De la nourriture chinoise dans un restaurant français. Dans ce cas, on ferait peut-être mieux de manger français. Faudrait savoir. Tu veux un repas chinois ou pas? Vous voyez? Regardez comme il est mécontent. Regardez comme il est énervé. Chauvinisme français. Bon alors d'accord, on aura un repas français dans un restaurant français, voilà. L'ambiance est plus que détendue. Mais pourtant, le prince est toujours sur la brèche. Coup de téléphone, lecture de dossier, signature de courrier. Cela n'arrête pas. Allô?
Allô? Allô? Et parfois, pour de très grosses affaires. L'accord que je viens de signer à l'instant, c'est mon engagement dans l'augmentation de capital d'Euro Disney. Aujourd'hui, là, je viens de faire un instant, par hasard. Combien? Environ 25 millions d'euros, maximum. Hein. Là, maintenant? Je viens de signer maintenant cet accord. Là. Il est très tard dans la nuit, à l'hôtel Georges V. Dans le palace, tout le monde dort ou va qu'aux occupations nocturnes. Mais quelques serveurs sont pourtant là, au garde à vous. Vous avez l'heure? Désolé. Vous voyez, pas de montre. Mais à mon avis, il doit être 4h30. 5h moins le quart. Bah, vous voyez, 5h moins le quart. Un buffet est dressé, c'est pour le prince. Seul le maître d'hôtel personnel de Walid bin Talal maîtrise les subtilités de cet emploi du temps. Là, c'est une journée qui est très très longue où il commence le matin en général vers 11h et où il se lève vers 11h et il se couche en général vers 5-6 h du matin. Donc ça fait vraiment des journées très très longues. Et là, c'est le dîner. Le déjeuner, en général, c'est 20h. Voilà. Tout est prêt. Et heureusement parce que son Altesse arrive. Ce soir, cuisine iranienne ou indienne. Le prince est végétarien et fait très attention à sa ligne. Bon, je suis prêt. Qu'est-ce que vous me proposez de bon? Plusieurs sortes de soupes, de légumes, et de l'autre côté, nous avons du guébas. C'est quoi ça? Un consommé. C'est indien? Oui, bien sûr. De ce côté, c'est indien, votre Altesse, et de l'autre, c'est iranien. C'est indien. Et là, c'est iranien. Ce sont des épinards et des pommes de terre, comme vous avez demandé. Il y a de la crème, non? Sans crème, non, c'est du riz. Comment savez-vous qu'il n'y a pas de crème? Parce que nous l'avons demandé au chef. Donnez-moi une cuillère de ça, alors. Avec plaisir, votre Altesse. Ok. C'est bon, terminé, merci. Et chaque nuit, le prince Al-Walid peut rester ainsi, à souper dans les salons du Georges V, jusqu'à l'aube. Au même endroit, quelques courtes heures de sommeil plus tard, le maître d'hôtel du prince est au garde à vous. Il est 14 h, son Altesse commence sa journée selon un rituel précis. Tout son entourage est là. 3 chargés de protocole, 2 secrétaires, 2 gardes du corps saoudiens et un Français, et un valet sans oublier le vieux bédouin. Juste à droite du prince Al-Walid, une télévision réglée sur les chaînes qu'il possède. Cet après-midi, le prince doit recruter des hôtesses de l'air pour son nouvel avion, le Boeing 747. Sa chef hôtesse, Emma, a réalisé pour lui une présélection parmi des candidates. Ces jeunes femmes travaillent toutes déjà pour des compagnies aériennes. Le prince leur a offert le voyage à Paris pour qu'elles puissent venir passer un entretien. Tu les as toutes rencontrées? Oui. Tu t'es fait ton idée pour chacune d'entre elles? Oui, j'ai ma petite idée. C'est parti. Chacune va avoir droit à 5 vraies minutes d'entretien et une batterie de questions. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Vous travaillez où, Sandra? Au Titan Airways. Hein? Titan Airways, à Stansted. Combien d'années êtes-vous resté avec Qatar Airways? 3 ans et demi. Et vous les avez quittés, là, maintenant? Oui, en juillet. Vous le voulez, ce boulot? Oui, je le veux vraiment. Combien d'années voulez-vous passer avec nous? 7, 6 ou 7. Vous parlez un peu arabe? Un chouïa. Bon, alors on se reverra. Ne partez pas. Merci, merci messieurs. Merci. Si Walid bin Talal mène les entretiens lui-même, c'est qu'il considère les relations entre salariés de sa société comme une des clés de sa réussite. Emma doit valider cette hôtesse. Et même si moi je suis d'accord, mais qu'Emma ou le commandant de bord ne sont pas d'accord, je ne l'embaucherai pas. Il faut de l'harmonie, toujours. Le prince Al-Walid n'a pas son pareil pour déstabiliser un candidat afin de le tester. Ce pilote de 747 va en faire les frais. Si je vous offre ce boulot aujourd'hui, vous le prenez? Mais je voudrais savoir. C'est pour du long terme, alors je voudrais vraiment pouvoir voir où nous allons vivre avec ma famille, où nous serons. Donc vous êtes un peu hésitant? Je le suis parce que je ne sais pas... Alors pourquoi être venu si vous hésitez? Parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce boulot. Je pense que votre avion, le 747 que vous avez commandé, va être extraordinaire. Et vous voulez quoi exactement?
Et je voudrais, si c'est possible, voir les conditions de vie. Bon, je vais en parler avec mon commandant de bord maintenant. Merci beaucoup. Je n'aime pas les gens hésitants. Je ne peux pas me permettre, alors que mes opérations vont si vite, sont si importantes. J'ai besoin de gens capables d'agir promptement et rapidement et qui savent où ils vont. Vous essayez de les stresser un peu, de les pousser pour voir leur réaction? Bien sûr. S'il doit craquer dans le quart d'heure, autant qu'il craque ici, et pas à 30 000 pieds d'altitude. Bien sûr. S'il doit craquer, qu'il craque au George V, ici, sur la terre ferme. Après avoir fait passer une dizaine d'entretiens d'embauche, Son Altesse va maintenant se consacrer à toute autre chose. Ces hommes, menés par Raouf, sont arrivés de Londres ce matin. Depuis 5 ans, ils travaillent à un des projets les plus incroyables du prince Al-Walid. Et aujourd'hui, ils viennent lui en montrer les tout derniers éléments. Bonjour, je peux m'asseoir à côté de vous? Où vous voulez. S'il vous plaît, venez là. Vous êtes le bienvenu. Manal, du thé. Voici les plans du bateau que Walid bin Talal va bientôt se faire construire. Et ce n'est pas vraiment une coque de noix. Ce sera un des meilleurs bateaux du monde. Et quelle est sa taille? Sa longueur? Quelle est sa longueur, monsieur Beckett? Sa longueur est de 171 mètres, votre Altesse. 171. Monsieur Beckett est le responsable du bateau. Et quel sera le rang de ce bateau parmi tous les yachts privés du monde? Numéro 1. C'est l'architecte et c'est lui qui le dit. Numéro 1. Car, pour le moment, le prince ne possède que le 26e plus long bateau privé du monde, le Kingdom 5 KR, qui ne mesure que 86 mètres de long. Construit en 1980, ce yacht a successivement appartenu au milliardaire saoudien Adnan Khashoggi, puis au sultan du Brunei, et enfin au millionnaire américain Donald Trump. Le prince Al-Walid a racheté le bateau en 1991 et l'a entièrement réaménagé. Mais il veut un nouveau bateau qui sera 2 fois plus grand. Et voilà le bateau. Mais vous gardez ça secret, hein? Très moderne. Entre moderne et ultra moderne. Rien de classique, une icône. Comme la tour Kingdom que vous avez vue à Riyad. Une icône. Comme le George V, une icône. Euro Disney, une icône. Des symboles, des repères, et toujours le même message. Un message de force, de profondeur, d'être le numéro 1. Un point, c'est tout. À la semaine dernière, nous avons appris la demande de Son Altesse d'inclure dans le plan un foyer sur le pont. Pour faire un feu. Un grand foyer à l'extérieur. Comme ce que vous avez vu à Courchevel. Donc c'est un foyer central et le soir ce sera très agréable, tard dans la nuit, à 1h, 2h du matin, quand le feu brûlera sur le pont. À 3h. Est-ce toujours facile de travailler avec Son Altesse? Ah, il est très exigeant. Mais c'est le défi. Si c'était facile, on n'irait pas aussi loin. C'est un défi d'aller aussi haut. Vous gardez le contrat, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux vous demander le budget pour ce bateau? Non, vous pouvez pas. Le prix est secret car le prince négocie encore avec les chantiers navals qui vont construire le bateau. Mais selon nos estimations, il est au minimum de 160 millions d'euros. C'est la fin du séjour parisien. Robert, chargé des voyages, récupère l'addition. Une 50aine de chambres, les repas, un service de sécurité français, les chauffeurs, plus quelques pourboires. 450 000 euros au total pour 4 jours. Ça aussi, ils vont le filmer? Vous vous rendez compte? Je paye pour mon propre hôtel. Car bien sûr, le prince règle sa note comme n'importe quel client. Seule différence, quand il s'en va, tout le personnel le salue, du directeur au portier. Voici l'autobus princier. Au Bourget, c'est l'Airbus qui attend. Prochain séjour en septembre. D'ici là, le directeur va pouvoir souffler. Retour à Riyad.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il y a plus qu'un froid entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Le prince Al-Walid, qui a investi l'essentiel de sa fortune aux États-Unis, veut renouer les liens entre les deux pays. Ce soir, un dîner se prépare dans la tour du milliardaire. Ce n'est pas un dîner officiel, mais il peut compter dans les relations entre Riyad et Washington. Et le prince vérifie lui-même les moindres détails. Vous avez rédigé le menu ou pas encore? Vous allez le mettre là? Vite, très vite s'il vous plaît. Quand est-ce que vous allez mettre les noms? J'attends le... Ce sont nos couverts, ça? Oui, oui. Ça, ce sont nos couverts? Oui, oui. C'est vrai? Pas mal. L'invité du prince, c'est Madeleine Albright, ex-chef de la diplomatie américaine sous la présidence Clinton. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Elle représente désormais des investisseurs américains. C'est elle qui a demandé à rencontrer le prince. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Mais ce soir, l'objectif est déjà de bien se comprendre et de parler vrai. Alors Madeleine Albright met tout le monde à l'aise par une petite plaisanterie autocritique. J'ai entendu une blague l'autre jour. Un homme est à l'aéroport et il demande à quelqu'un « Qu'est-ce que vous pensez de l'Amérique ?» Et cette personne lui répond « J'adore les Américains. » Alors l'homme demande à une deuxième personne qui lui répond « Quel pays merveilleux, j'adore l'Amérique. » Et ensuite il demande à une troisième personne « Qu'est-ce que vous pensez de l'Amérique ?» Le gars lui répond « Génial, un pays fabuleux. » Et notre homme demande à une quatrième personne « Qu'est-ce que vous pensez des Américains ?» Et la personne répond « Je déteste les Américains. » Et donc notre homme lui dit « Pourriez-vous surveiller mes bagages s'il vous plaît, parce que vous êtes la seule personne qui dit la vérité. » Très drôle. J'étais dans le bureau du président Clinton, nous étions en train de prendre le petit déjeuner, on discutait, et juste avant la fin de la rencontre, je lui ai demandé « Quel est le plus gros regret que vous ayez eu pendant votre présidence ?» Il a tapé du poing, et il a dit « Ce maudit Arafat m'a tout fichu en l'air. » C'est vrai. L'ambiance est si détendue que tout le monde en oublie notre caméra. Et le sujet qui va occuper tout le dîner, c'est l'échec de la dernière grande négociation entre Israéliens et Palestiniens aux États-Unis en juillet 2000. À l'époque, le président américain Bill Clinton avait tout fait pour réconcilier Yasser Arafat et Ehud Barak, le premier ministre israélien. Madeleine Albright était là. Le prince veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui a cassé dans les négociations entre Barak et Arafat? Qu'est-ce qui a fait tiquer Arafat? Je pense qu'Arafat ne voulait pas du tout être là. Et qu'il ne voulait pas, qu'il ne pouvait pas trouver un accord. Il n'avait pas assez d'imagination. Quel est le point sur lequel il ne pouvait pas avancer? Tous les points. Il ne pouvait pas. Il pensait qu'il devait obtenir tous les territoires. Il n'aimait pas les points concernant les réfugiés. Il avait des problèmes évidemment avec la question de Jérusalem coupée en deux. Il était très intéressant. J'espère que vous lirez mon livre et vous verrez qu'en fait, il n'était pas engagé. Barak lui faisait des suggestions et Arafat continuait à dire non. Barak était très sincère. Oui, et Clinton a tellement essayé que je pense qu'Arafat n'était simplement pas prêt à faire quoi que ce soit. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Je pense exactement la même chose que vous. Et vers la fin du dîner, c'est tout naturellement qu'on s'échange les cartes de visite. Mon email, mon fax, mon numéro de téléphone, tout y est. Comme d'habitude avec le prince Al-Walid, affaires, diplomatie officieuse et politique se mélangent. Pendant cette soirée, il a été décidé que Madeleine Albright allait aider le prince à créer aux États-Unis des centres universitaires consacrés au monde arabe, une manière de rapprocher les deux pays. C'est le moment du cadeau, de l'encens. Le cadeau, c'est pour vous, Madame Albright. C'est typique de l'Arabie Saoudite. Nous appelons cela de l'encens. Il y a un autre cadeau? Oh, C'est de l'encens, ça. Superbe. Question. Les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont-elles progressé ce soir? Vous voulez que je vous réponde en français ou en anglais? Mais vous parlez français? Oui. C'est Madame Albright? Qu'est-ce que vous croyez?
quand on est ministre, on vient avec un agenda, avec quelque chose qu'on doit dire, on doit apprendre quelque chose. C'est un peu plus comme une danse. C'est tout dirigé. Et la chose que j'avais pas l'occasion de faire quand j'étais ministre est de vraiment parler avec des autres gens. On a des réunions gouvernement à gouvernement, pas tellement de l'occasion d'avoir de vraies conversations. Et c'était très intéressant ce soir. Quand j'étais ministre, j'ai appris aussi à ce temps-là que les businessmen peuvent faire toutes sortes de choses que le gouvernement ne peut pas faire. Alors, j'espère que ça va aider aussi. Je suis certain que vous allez entendre parler d'encore plus de choses qui se feront entre moi et Mme Albright, et je suis très fier de ça. Bonne alchimie. Thank you very much. Thank you. La soirée est terminée, et Madeleine Albright n'hésite pas à faire la bise au prince. Merci, on se reverra souvent. Souvent. Au revoir. On n'en a pas encore fini tous les deux. Mais juste avant de partir, un proche de Madeleine Albright profite de ce tout dernier instant pour solliciter le prince. Yes, yes. Send me fax. Explain everything, my mail. So I can work it systematically. All right. Much better. Okay. We do it right away. Send me a message. I will do it methodically. Don't worry. Thank you. See you. Shukran. Thank you. Thank you. Thank you very much. We'll see you. Great place. Thank you. Vendredi matin, comme tous les Saoudiens, le prince Al-Walid se rend à la mosquée. Il est entouré d'une dizaine de gardes du corps. Cette mosquée que le prince a fait construire il y a 10 ans se trouve à 5 minutes du palais. Elle n'appartient pas au prince, mais il l'a entièrement financée. Walid bin Talal y vient toujours à pied et s'installe toujours au même endroit, dos à un pilier. L'Arabie saoudite est la terre de l'islam. C'est dans ce pays que cette religion est apparue, il y a 1400 ans. Aujourd'hui, l'islam est ici la religion d'État. Et la famille royale est considérée comme la gardienne de l'islam. Elle choisit les responsables religieux du pays. Des responsables qui influencent aussi les musulmans du monde entier. $1.3 milliard de musulmans considèrent l'Arabie saoudite comme le gardien de l'islam, comme le guide de l'islam, comme la sécurité de l'islam. Et le même nombre de fidèles prient tous les jours, 5 fois par jour, vers Dieu et en se tournant vers la Mecque. Donc il y a une énorme responsabilité et je peux vous assurer que la famille royale et le gouvernement d'Arabie saoudite prennent ça très très au sérieux. La présence de notre caméra dans cette mosquée saoudienne pendant la prière est tout à fait exceptionnelle. Les fidèles sont surpris, mais bienveillants. Quant au prêche, pas de doute, il nous est clairement destiné. L'islam et les musulmans sont l'objet aujourd'hui d'accusations de terrorisme, de violence et d'extrémisme. Certains médias biaisés considèrent le terrorisme comme une caractéristique intrinsèque à l'islam et à ceux qui y adhèrent. Même les apparences d'appartenance à l'islam posent des problèmes dans certains pays et dans certains milieux sociaux. Des médias ont allégué que les enseignements de l'islam poussent au terrorisme et invitent les musulmans à prendre son chemin. Ils disent que des versets coraniques et des paroles du prophète parlent du terrorisme explicitement ou tacitement. Cela est en totale contradiction avec la réalité. Le prophète dit au sujet des gens du livre: les juifs et les chrétiens ont les mêmes droits que nous et les mêmes devoirs que nous. Le Coran enseigne le bon traitement avec eux.
Est-ce que c'était un prêche rien que pour nous? Je peux vous assurer une chose. J'ai appelé l'imam hier soir et je lui ai dit qu'il y aurait des journalistes français. Je lui ai demandé le thème de son prêche. Il m'a répondu que le thème du discours, ce serait sur les relations entre l'islam et les autres religions. Je lui ai dit merci, j'ai raccroché, donc c'est une coïncidence. Mais quand même, je vais vous dire, si cela avait été un discours différent, je lui aurais demandé de faire un prêche qui parle de l'islam et des autres religions. Je l'aurais fait. Mais je n'ai pas eu besoin de le faire parce qu'il allait le faire de toute manière. Le discours que nous avons entendu est donc la position officielle défendue par la famille royale. Et ce serait désormais celui que les Saoudiens peuvent entendre dans la majorité des mosquées du pays. Car, officiellement toujours, tous les imams extrémistes ont été remplacés par des prêcheurs modérés. Mais est-ce suffisant? Est-ce que les gens ici sont d'accord avec ce qui a été dit? Je pense que la majorité est d'accord, mais il y a une minorité ici, exactement comme il y en a dans des synagogues ou dans certaines églises qui ne sont pas d'accord avec ce que le prêtre ou le rabbin disent ici et là. À votre avis, qu'est-ce qui peut les ramener dans le droit chemin? Bonne question. Je pense que nous devons être constants, persévérants. Nous, les gens modérés, nous qui représentons le vrai islam, nous devons nous faire entendre d'une voix plus forte. Nous devons parler plus fort, de manière à ce que ces personnes comprennent et nous croient. Parce que certains d'entre eux seront convaincus et ils se diront « Attends une minute, on a tort, on retourne dans le courant majoritaire ». Pour faire entendre ses idées, le prince Al-Walid est en train de créer une chaîne de télévision religieuse modérée qui devrait être diffusée dans tout le Moyen-Orient d'ici 1 an. À 50 km de Riyad, en plein désert, on se croirait dans un décor digne d'un James Bond. Des tentes dressées sur les dunes, des groupes électrogènes et des antennes satellites. Nous sommes dans le Desert Camp du prince. Un camp provisoire, une sorte de camping royal, mélange de technologie et de tradition. Et justement, voici son Altesse. Nous sommes mercredi soir, la veille de week-end en Arabie Saoudite. Et comme chaque mercredi, le prince vient passer une nuit dans le désert. Il est 22 h. La soirée commence par un rendez-vous traditionnel sous la tente, un majlis, une assemblée ouverte à tous ceux qui s'y présentent. En Arabie, petits chefs locaux ou membres de la famille royale ont le devoir de tenir ce genre de réunion. Pendant 2 heures, le prince va recevoir des visiteurs venus lui dire ou lui demander quelque chose. Comme ça, pas bien pour moi. Même sous la tente, la nuit, la température peut descendre à quelques degrés seulement au-dessus de 0. Devant le prince, des faucons, symboles de puissance qui sont dressés pour chasser ou décorer, et toujours la télévision à portée de vue. Voici les premiers pétitionnaires. Ce sont des chefs de tribus et des notables, une quinzaine de personnes. Leurs demandes n'ont rien de politique. En général, ils veulent simplement de l'argent ou un avantage personnel. Par pudeur, ils parlent très bas. Le prince donne toujours. Par exemple, ce monsieur, il a un emprunt auprès d'une banque. Voilà la preuve. 100%. Oui, mais peut-être qu'il ne rembourse pas pour de mauvaises raisons. On l'aide, on l'aide. C'est un Saoudien, on l'aide. Ça va, pas de problème. Mais ce n'est que le début d'une longue soirée. Car dehors, ils sont plus de 500 à attendre de rencontrer le prince. Ces hommes arrivent de tout le pays. Plutôt que de se présenter au palais pour déposer leurs doléances, comme ceux que nous avons filmés quelques jours plus tôt, ceux-là ont choisi de venir au Majlis, dans le désert. Si ces hommes ont voulu venir ici ce soir, c'est pour pouvoir remettre leurs demandes au prince
en main propre, c'est la tradition. J'ai énormément de dettes et je compte sur Dieu et sur toi. Monseigneur, je dois subir une opération aux yeux et dans mon ventre. Et je ne peux compter que sur Dieu et sur toi. Je dois faire cette opération et je suis criblé de dettes. Je n'ai qu'Allah et toi. Mes racines, mes traditions, ma religion. C'est un vrai plaisir pour moi, j'adore ça. Ça me plaît. Aider les gens, être proche d'eux. Parce que la richesse vous fait parfois penser que vous êtes au-dessus des autres. Ce n'est pas bon. Il faut garder les pieds sur terre, être avec les gens. Cela vous rend plus humain. C'est très important. Ne pas perdre le contact avec les gens, avec la vraie vie, la communauté, jamais. S'asseoir à même le sol, devant un feu. Échanger avec eux, voir quels sont leurs besoins, c'est très important. Mais parfois, la supplique prend une toute autre forme. Celle d'un poème. Dire un poème ne permet pas de demander plus d'argent, mais c'est pour le poète une fierté. Tous les rois se tiennent debout pour toi, parce qu'ils connaissent Walid, qu'ils ne peuvent t'égaler. Je n'ai jamais goûté au bonheur. Et la nuit, je ne dors pas, car je porte des plaies. La mort de mon père, de ma mère, de Mouna, de Salawa et de Manal. Mon père est décédé il y a 2 semaines, monseigneur, et c'est toi maintenant, mon deuxième père. Au total, le prince Al-Walid va écouter plus de 20 poèmes à sa gloire pendant 3 quarts d'heure. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est comme ça chaque semaine. Tous les pétitionnaires sont là. La tradition veut que chacun attende sur place la fin des poèmes pour repartir. Des majlis comme celui-ci se tiennent tous les mercredis soirs dans toute l'Arabie, mais rarement avec un tel faste. Il est 2 heures du matin, ne reste plus que les intimes. Dis un poème, vas-y, dis un poème. Ce bédouin n'est pas n'importe quel poète. Il était à Courchevel et à Paris avec le prince. Il l'accompagne partout, un peu comme un vieil oncle. Encore la tradition. Qu'est-ce qu'il dit, votre Altesse? Il dit qu'on y va. Les derniers pétitionnaires sont partis et Walid bin Talal rejoint une petite terrasse en plein air où ne restent que ses amis. C'est ici que le prince aime finir la nuit. Ici, plus personne ne vient lui demander quoi que ce soit. Et comme toujours, lorsqu'il aime se détendre, il y a un grand feu. Le prince Al-Walid n'est jamais bien loin de ses affaires. Et devant nous, il a conclu la vente de son Boeing 767 par SMS. Autour de lui, son entourage du désert se détend. Des tournois sont organisés. Et une fois par mois, le prince offre 1000 $ aux gagnants. Nuit blanche. Il est presque 6 heures du matin. La télé diffuse un programme religieux. C'est l'heure du petit déjeuner. Une grande tente est prévue pour cela. Et tous les plats ont été apportés du palais. Autour du prince, les fidèles. En fait, toujours les vieux bédouins et des collaborateurs de sa société. L'atmosphère est très détendue. Ce sont les rares moments d'intimité du milliardaire. Comment est-ce que l'amitié est possible pour quelqu'un dans votre position? Laissez-le poser sa question. C'est quoi l'amitié pour quelqu'un dans votre position? Comment est-ce possible? Non. C'est très facile d'avoir des amis. Ne soyez pas obsédés par cette histoire d'argent. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on n'a pas d'amis. Comme n'importe qui. Il y a un mythe dans ce monde qui dit que quand on a beaucoup d'argent, si Dieu vous a donné beaucoup d'argent, vous êtes coupé du monde, vous êtes alouf, ce qui veut dire voler très haut, sans aucun contact avec qui que ce soit. Mais là, ce sont tous mes amis. L'amitié pour moi, c'est comme l'amitié pour vous ou pour n'importe qui d'autre. Et je lui accorde la même valeur que celle que vous lui accordez. Oui, mais moi je suis quand même obsédé par votre fortune, d'accord? Oui, ça j'ai compris.
Quelqu'un qui est très riche pourrait craindre que les gens viennent à lui parce qu'il est riche. Comment est-ce que vous faites avec ça? Oui, bien sûr. J'ai de vrais amis, j'ai des relations d'affaires, j'ai des gens qui travaillent pour moi, et puis j'ai des gens qui viennent me voir pour d'autres raisons. Pour ma fortune, par exemple, ça je le sais. Mais ça va, dans ma tête, heureusement, j'arrive à faire la part des choses, à donner à chacun une position dans le tableau d'ensemble. Mais ça va, c'est la vie. Il est 7 h du matin. Nos derniers instants avec le prince Al-Wali. Le soleil se lève. Cette émission a été préparée avec Alice Guillamon, réalisation plateau, Mathieu Créciot, Richard Garcia et Christophe Joly, rédaction en chef d'Enquête exclusive, Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau, production Fanny Rosello. Bonne soirée sur M6.